Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission rugby, l'émission qui revient sur le début de la 8e journée, bien sûr. On parlera également du 15 de France. On connaît les 42. Qui seront les 15 au départ face à l'Afrique du Sud? On en parlera bien sûr avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Et puis hommage au plus grand des Toulonnais, André Herrero, à 19h45. Voilà pour le menu d'au cœur de la mêlée de ce samedi soir. Merci d'être avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde et bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir à tous. Salut François, salut Jean-Baptiste. Voilà, bonsoir à tous. On le disait dans les titres, on rendra bien sûr hommage à André Herrero, grande figure du rugby français et du rugby toulonnais. Et puis bien sûr, on a forcément dans cette émission une pensée pour toute sa famille. Daniel Herrero, son plus jeune frère, et voilà à qui on pense. Voilà notre consultant vedette et personnage indéracinable et qui on imagine est ce soir inconsolable. Une pensée pour toute la famille Herrero ici sur Sud Radio. On va revenir bien sûr sur la 8e journée. On va rappeler les résultats, Quentin Cabanis, pour ceux qui nous rejoignent dans Au cœur de la mêlée à 19h sur Sud Radio. Ça a débuté avec une victoire à l'extérieur pour La Rochelle sur la pelouse du Lourd Rugby. Score final 36-19. Clermont dans le multiplex a étrié Castres 63-14. Le Racing 92 s'est imposé au bout du suspense face à la section paloise 15-10. Le Stade Français a dominé le MHR 35-12. Et Montauban signe son premier succès de la saison face à l'USAP, score final 29-22. Les Catalans qui signent le pire début de l'histoire en top 14 puisqu'ils n'ont toujours pas inscrit le moindre point après 8 journées. Voilà, et le Stade Français qui est passé devant Pau en attendant bien sûr la suite des autres matchs, UBB Bayonne et Toulouse-Toulon demain. Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, comment peut-on déjà ne pas aborder ce Montauban-Perpignan qui était un peu déjà le match de la peur, remporté 29-22 par Montauban, Jean-Baptiste. Voilà, c'est assez inquiétant pour l'USAP. Déjà, premier point, c'est l'USAP qui est à 0 après 8 journées. Ah oui, c'est plus qu'inquiétant et contrairement peut-être à il y a encore 2 semaines, je pense ce match à Lyon où il y avait beaucoup d'intentions, même peut-être trop, on en a parlé. Là, cet après-midi, ça a été vraiment très très pauvre. Hein. Alors paradoxalement, beaucoup de scories des deux côtés. Alors la dramaturgie du match fait que c'était à peu près normal. Un grand coup de chapeau à Tual Tranini, l'arbitre, qui a quand même dû se dépatouiller de tout ça. Beaucoup de cartons, beaucoup de pénalités, de bras cassés. On va dire que le moins mauvais a 15 gagné. pénalités de chaque côté, ouais. les stats. Donc il fallait se le fader celui-là, mais ça m'a rappelé quelques joutes d'antan que j'ai disputé à La Rochelle quand on devait maintenir le club. C'était pas folichon, mais félicitations Montalbanais. Côté Perpignan, comme je vous l'ai dit, vraiment pas grand-chose à en sortir. Alors si Oviedo qui se débat, la rentrée de Tuilagi qui a amené un peu de je dirais de présence physique au moins en défense. Mais c'est tellement peu, voilà, il y a vraiment le mal est très profond. On sent des joueurs qui ne sont plus en confiance et puis comment parler de plan de jeu ou de quoi que ce soit quand t'as une mêlée qui recule, une touche défaillante. Ils ont deux balles de match entre guillemets pour aller chercher des points à la fin et encore 2 touches perdues. C'est trop pour Perpignan. Ouais, 2 touches dans les 5 mètres, 2 touches sur pénalité et 2 touches donc qui reviennent sur 2 ballons perdus alors que ça peut faire au moins en fin de match une balle de match nul. On rappelle le score 29-22. Philippe Spanghero, il y a le feu dans la maison USAP selon toi ce soir? Oui, il y a clairement le feu. Je comparais ce match, même s'il arrivait beaucoup plus tard dans la saison dernière, dans les scénarios, à ce déplacement que l'USAP avait eu à faire à Vannes, où ils étaient allés arracher 2 points d'un match nul qui leur avait permis de basculer dans une autre dynamique pour finir la saison et puis regarder un peu plus vers le haut et sortir de l'épée de Damoclès de cette 14e place. Et là, ça arrivait beaucoup plus tôt dans la saison, mais ils étaient confrontés au même scénario. Les Catalans, ils avaient à tout prix besoin de points, à tout prix besoin de se rassurer et de mettre dans le doute un concurrent direct. Et ils y sont pas parvenus. Les Montalbanais, comme le disait Jamba, par le scénario, la dramaturgie du match, ont aussi été très indisciplinés. C'était l'équipe la moins pénalisée de ce championnat sur les 7 premières journées. Et là, on l'a dit, 15 fautes des deux côtés, c'est beaucoup. Donc les Montalbanais ont donné aussi des points aux Catalans et les ont nourris
parce que c'est vrai que d'un point de vue de ce que l'USAP a pu proposer, au-delà des conditions climatiques, mais on voit que le mal est très profond parce que là, c'est dans l'ADN en plus de cette équipe, même s'il y a beaucoup de joueurs étrangers, etc., de cette combativité, on attendait quand même du caractère au-delà de ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, les joueurs perpignanais qu'on a écoutés au micro de Canal à la fin du match ont été assez lucides sur le constat. Donc là, pour le coup, je sais même pas si pendant quelques semaines il faut parler de rugby et si c'est pas un psy qu'il faut à leur côté, parce que ces joueurs-là, pour la plupart, ils ont su produire un beau rugby. Ça n'a pas souri sur les premières journées, mais malgré tout, il y avait une ambition dans le jeu, on l'a dit. Et là, ils ont tout perdu. Ouais, ils ont tout perdu, et effectivement, mais à la fois, Jean-Baptiste, alors je sais pas si tu as été, toi, en tant qu'entraîneur, confronté à des situations. Alors il y a eu Montpellier qui avait été difficile l'année post-titre, mais il y avait des raisons aussi, il y avait encore des confettis dans les cheveux. Mais est-ce que le fait que tout ça arrive très tôt sur la première partie de la saison, 8 journées, 0 points, est-ce qu'il n'y a pas encore un espoir finalement, voilà, parce que Montauban est à 7 points, c'est beaucoup, mais on sent pas non plus du côté montalbanais, on va dire une confiance digne peut-être l'an dernier des Vantés qui ont été capables d'aller faire des coups à l'extérieur, qui avaient un fond de jeu peut-être plus épais. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va dire que c'est pas rédhibitoire, il semble, ces 7 points d'avance des Montalbanais pour les Catalans. Non, bien sûr que c'est pas rédhibitoire. La chance, c'est que, entre guillemets, Montauban va très peu avancer. On voit qu'à l'extérieur, c'est très dur parce que dès qu'ils font tourner, ils prennent des volets, qu'ils ont pas gagné un match au domicile avant celui-là, même s'ils ont accroché, Lyon, Montpellier. ils ont accroché Montpellier, mais ils vont se battre avec ces armes-là. Donc, je pense que Perpignan a. Quand tu vois le matos qu'il y a sur le terrain, quand même, il y a des beaux joueurs de rugby, voilà, il faut qu'ils retrouvent confiance en eux, il faut absolument qu'ils arrivent à gagner un match. Il faut qu'ils en gagnent un pour repartir de l'avant. Donc en effet, il reste 18 journées et forcément, ils ont largement de quoi rattraper Montauban. Ouais, Vincent Panabière de la Peña Trabucaire là nous disait lui il fallait que Franck Azema prenne du recul. Voilà, il avait du mal à le dire parce qu'on sent qu'il y a un attachement quand même du peuple catalan à son entraîneur. Mais est-ce que c'est ça la solution selon toi, qui a vécu des situations comme ça, Jean-Baptiste? C'est 50% de réussite, je crois, les changements d'entraîneur en rugby. Donc, il y a une chance sur 2. Mais aussi une chance que ça marche pas. En tant qu'ancien entraîneur, je suis pas fondamentalement pour ça, à moins que lui n'en ait plus les armes, l'envie et la confiance de son vestiaire. Il y a que lui qui le ressentira et à ce moment-là, qui prendra la décision et qui ira voir son président pour lui dire je suis plus l'homme de l'affaire. Mais là, je pense que c'est bien plus profond que ça. Franck est pour moi un très bon technicien. Le peu de fois où je l'ai rencontré, j'ai aimé discuter avec lui de rugby, de ce que j'entends dire dans le milieu de la part des joueurs qu'il a eu, c'est qu'il est apprécié de beaucoup de ses joueurs, qu'il a un discours très franc et à la fois très honnête. Non, je pense il faut qu'il gagne un match, il faut absolument, je sais pas comment ils doivent le faire. Et là, c'était l'occasion. Alors, je le croyais fortement la semaine dernière face à Bordeaux, parce que je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Et je le croyais fortement aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait 2 fois qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Donc ça reste très compliqué, mais je pense qu'ils ont les joueurs en tout cas et les capacités de rebondir. Et c'est pas moi en tant qu'ancien entraîneur qui vais dire qu'il faut changer d'entraîneur, c'est pas possible. Ouais, Philippe Spanghero, Vincent Panabière, le supporter catalan qui était avec nous juste avant le top horaire là dans le quart d'heure précédent, et il disait on met trop de temps à remplacer Marty et Bastide qui ont été écarté, voilà, ça va pas. Enfin bref, lui il remettait ça, il disait c'est pas un problème de joueur. Comment toi tu le vois, avec un œil extérieur bien sûr, mais un œil avisé? C'est très cruel parce que sur le papier, il a pas tort. C'est pas un problème de joueur puisque ces joueurs-là, ils ont été capables de montrer autre chose, même si ils se sauvent en match de barrage. Ils ont produit un beau rugby, ils étaient quasiment imprenables à domicile la saison dernière. Donc, et en plus, ils se sont renforcés. Et l'USAP était assez ambitieux suite à ce recrutement-là. Il a même été évoqué, du bout des lèvres, mais l'ambition d'un top 6. Donc, on est quand même très loin du compte. Donc, mais est-ce que c'est pas là que le bal commence?
Est-ce que c'est pas là que Non, le mais mal pour moi, commence? si. Pour moi, C'est-à-dire si. quand Et tu joues le c'est là, maintien pendant 4 ans d'affilée et que tu commences à parler du top 6 parce que soi-disant t'as fait un truc, c'est là que la merde commence. Parce que les attentes, elles sont tout à fait différentes pour le public, pour le grand public, pour les gens à l'extérieur et même peut-être pour les joueurs qui, bon an mal an, se disent ah bah tiens, on nous parle de top 6, on y est, on a des bons joueurs qui arrivent et tout le monde se repose un peu sur ses lauriers. Enfin, peut-être c'est par là que ça commence. Alors, je suis assez persuadé qu'en tous les cas, ça a pas été, même si ça n'a pas été officiel et crié sur les toits, mais ça a quand même transpiré cette ambition-là. Alors, je sais pas si elle est arrivée jusqu'au vestiaire et comment les joueurs l'ont reçue, mais en tous les cas, c'est vrai que c'était peut-être un peu prématuré. Donc, il y a des joueurs sur le papier pour faire autre chose. Mais comme le dit Jamba, le staff aussi a été capable de faire de grandes choses. Donc, c'est peut-être que ce vestiaire-là et ce staff-là sont au bout de l'histoire. Mais c'est très cruel de dire que le problème vient du staff. C'est la fin d'une histoire commune. A priori, ça, c'est assez évident. Je crois qu'on peut quand même l'affirmer aujourd'hui. Et tu disais qu'en effet, on était tôt dans la saison et que on comparait ça avant l'année dernière, mais c'était pas du tout le même championnat. Ils se sont battus à 4, voire à 5 une partie de la saison, à regarder vers le bas. Jusqu'à 2 journées de la fin, ils se bataillaient à 3. Le Stade français pouvait descendre, Vannes pouvait descendre, Perpignan pouvait descendre. Et donc, il y avait 4-5 équipes qui étaient sous la menace du bas de classement très tôt. Là, vous regardez le classement de cette année, c'est du jamais vu. Vous avez l'équipe qui est au-dessus de Montauban qui est à 18 points. Montauban à 7 points, Perpignan à 0 points. Ça y est, pour eux, le championnat se joue à 2 équipes. Ils vont regarder les résultats l'un de l'autre toute la saison. Ouais, c'est un duel pour la descente qui s'est enclenché, un top 12 pour le reste et c'est assez compact. Messieurs, on va faire une première pause dans Au cœur de la mêlée. On va parler ensuite des autres matchs bien sûr et revenir aussi sur le succès probant de La Rochelle à Lyon. Restez avec nous sur Sud Radio Au cœur de la mêlée. On parle également du 15 de France et puis on rendra un hommage au grand André Reyraud. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission bilan de ce samedi, avant bien sûr le match de ce soir, UBB Bayonne qu'on vivra en direct en intégralité sur Sud Radio. Mais avant cela, on est avec Jean-Baptiste Elissal et Philippe Spanghero. Retour sur l'après-midi. On va parler dans un instant du succès à l'extérieur de La Rochelle et des difficultés lyonnaises actuelles. Mais revenons quand même sur 2-3 temps forts de l'après-midi après la victoire de Montauban face à Perpignan. Parlons quand même du carton de Clermont face à Castres, Philippe Spanghero. Il y a eu 9 essais à 1, 63-14. Que doit-on interpréter côté castré? Ça a été une impasse ou alors c'est une démonstration clermontoise? On peut interpréter quand même une défaillance, clairement. Ils l'ont depuis le début de la saison, ce trou d'air, les castrés, à part qu'il est quand même un peu moins long que ça a été le cas aujourd'hui. On a senti les castrés plutôt bien dans leur match au départ, même s'ils étaient assez dominés, ils ont su être assez réalistes sur leur temps fort. Ils ont resté collés au score quand Clermont a repris un peu le score. Et on pensait honnêtement, jusqu'à la 20e, 25e, malgré une domination clermontoise qu'on ressentait, je pensais que Castres allait faire douter cette équipe de Clermont. Et bon, malheureusement, comme je suis régulièrement mauvais au pronostic, encore une fois, aujourd'hui, ça s'est vérifié. Et donc, ça a été quand même une débat. 10 minutes, une démonstration clermontoise. Alors ce match référence peut-être derrière lequel couraient les Clermontois, je crois qu'ils l'ont trouvé, au moins du point de vue du caractère dont parlait quand même Christophe Furios régulièrement depuis le début de la saison. Une équipe solide sur les fondamentaux, en conquête, très forte sur les ballons portés, qui a énormément perturbé les castrés, qui a marqué je crois 4 essais sur ballons portés. Donc c'est aussi le signe malgré tout dans le caractère de l'équipe adverse quand vous prenez 4 essais sur ballons portés, qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Je crois que cette équipe du CO est un peu passée à côté de son sujet aujourd'hui. Ouais, Jean-Baptiste, il y a quand même une tendance, il y a un peu ces hauts et ces bas, on le voit la semaine dernière. Pourquoi tu rigoles? Le CO et ses bas pour le CO, c'est beau. Ah oui, mais c'est magnifique. Mais non mais c'était pas travaillé. C'était pas travaillé. Non, pas du tout. Mais à la fois, dès qu'on parle de haut et de bas, voilà, on est là. Non mais Jean-Baptiste, c'est vrai quand même c'est un peu les montagnes russes. Clermont était transparent la semaine dernière à Bayonne. Castres a vraiment ce double visage. Il y a eu un début de saison un peu difficile pour les grosses écuries. Comment toi tu l'analyses là après 8 journées?
Bon, il y a beaucoup de turnover dans les effectifs. Là, je crois que Castres avait 16 absents, 4 mecs au repos, 10 blessés. 2 suspendus. 2 suspendus. Ils ont tenu tant bien que mal jusqu'à la 45e minute, puisque je suis un peu devant le match. Là, il y avait que quelques points d'écart, mais après, la différence s'est faite notamment devant dans le combat collectif. Et puis du côté de Montferrand, je l'explique pas. En fait, j'attends que Montferrand soit meilleur à l'extérieur, surtout. Montrer les crocs à domicile face à des équipes qui font un peu tourner et les emporter comme ça, ok, c'est très bien. Ça remplit de bonheur certainement les supporters et l'escarcelle de points, mais voilà, ils peuvent pas montrer 2 visages aussi différents d'un week-end à l'autre. Je les ai trouvés tellement apathiques la semaine dernière que j'ai du mal à me satisfaire d'aujourd'hui des 50 ou 60 points marqués. Revenons également, messieurs, Philippe Spanghero, Jean-Baptiste Elissal, Quentin Cabani, sur quand même cette journée, notamment sur le succès du Racing, succès triqué 15-10. Retour sur une action, peut-être Jean-Baptiste, tu l'as vu, 76e minute, 15-10 pour le Racing. Pénalité à 5 mètres de la ligne des Palois, à 5 mètres de la ligne du Racing. C'est les Palois qui jouent, ils jouent à la main. Laclaya va marquer. Il est laissé finalement et refusé après examen de la vidéo pour avoir rampé. Déjà, est-ce que tu es en accord avec cette décision? Parce que là, ça faisait 15 partout et potentiellement une victoire pour les Palois, 17-15. Ouais, c'est ça, ouais. Ça peut vite basculer, hein, parce que le Racing peut passer de la 6e place à la 12e sur cette action-là. Je suis d'accord. On peut. Pourtant, il n'est pas tenu, Laclaya. Enfin, en tout cas, pas réellement tenu. Il y a un appui du bras dans le. C'est pas facile à juger. Il y a un ralenti où on pense que sa jambe droite est encore maintenue par le défenseur, mais quoi qu'il arrive, on voit que c'est en 2 temps et demi, presque 3 temps qu'il arrive à s'allonger et qu'il cède surtout de 3 appuis de ses genoux et de son coup de gauche pour aller porter le ballon derrière. Bon. Ce sont des faits de jeu. Ça, dans un sens, ça basculera pour Pau au cours de la saison sur une décision, peut-être. Mais voilà, ils ont failli faire le braquage au Racing. Un Racing, heureusement qu'ils ont Sun qui a fait son 100% au pied parce que c'était pas loin du braquage idéal et là de truster vraiment les premières passes avec une 2e victoire à l'extérieur. Voilà, heureusement qu'il y avait Sun, sinon c'était le seum, pourrait-on dire. Ah, pas mal. Dernier petit point. Il est un feu. Voilà, on va bien sûr passer très vite sur Stade Français Montpellier, victoire bonifiée de 35-12, 2 doublés de Néné d'Akouaka. Bon, voilà, ce qui est intéressant, peut-être Philippe, c'est de voir aussi les visages d'une saison à l'autre. Est-ce que c'est le changement moi, j'imagine que c'est l'accumulation de toutes ces raisons, mais il y a eu quelques joueurs qui ont changé. Je pense à Kerr Barlow, notamment côté Stade Français. Mais c'est vrai que quand même cette équipe qui souffrait l'an dernier, là, elle a mis 25 minutes avant de commencer à marquer, l'équipe parisienne, mais elle est quand même ressortie de là avec un bonus haut la main, quoi. Elle menait 35-0 à la 70e. Hein. Ouais, c'est étrange, on en a parlé. C'est vrai que malgré tout, il n'y a pas eu un remaniement d'effectifs. Alors, il y a eu de l'apport quand même de joueurs d'expérience. Tu viens de nommer Kerr Barlow, Néné, qui fait quand même de très bonnes sorties depuis le début de la saison, mais c'est pas ça qui change le visage d'une équipe. Mais bon, moi j'ai vécu de près avec quand même pas mal d'entraîneurs et j'ai toujours été très très surpris et impressionné par la fragilité de l'équilibre d'un vestiaire. Ça se joue, Jamba pourra en parler mieux que moi, mais à tellement de petits détails que là, cette année, pour le Stade Français, ça sourit, ça s'est bien enclenché. Cette équipe a trouvé la confiance très vite dans la saison. Et puis, il y a des moments clés comme ça qui consolident les groupes, cette capacité à aller chercher des matchs compliqués, comme contre La Rochelle à domicile. Aujourd'hui, ça a été un scénario différent, mais voilà. Donc après, quand ça s'embraye et que ça va dans la bonne dynamique, cette équipe, sur le papier, elle a de quoi jouer les premiers rôles, elle a de quoi avoir confiance en son rugby. Et aujourd'hui, ils ont fait un match complètement maîtrisé. Oui, maîtrisé effectivement 35-12. Revenons également, messieurs, sur l'un des matchs de l'après-midi. C'est celui qui a démarré cette 8e journée. C'est la victoire de La Rochelle à Lyon. On en a parlé tout à l'heure et notamment des réactions d'Antonio. On va écouter au micro de Pierre Amiche et Jean-Baptiste, je voulais avoir ton retour, la réaction de Karim Ghezal. Je suis vraiment touché parce que je ne peux pas donner plus que ce que j'ai donné, je ne peux pas dormir moins que ce que je dors, je ne peux pas y laisser plus la santé que je la laisse. Au bout d'un moment, dans une semaine, ils partent en vacances. Forcément, moi, j'attendais ce moment aussi pour pouvoir couper. Je ne peux pas faire plus. Voilà. On va se poser des questions à froid.
à part y laisser la santé et faire un cancer, au bout d'un moment, je vous le dis, je vais pas ne plus dormir, me fracasser la tête ou aller plaquer à la place des mecs. Et comme j'ai dit, il faut savoir assumer, donc je viens là, je dis que c'est ma faute et que je vais chercher à trouver des solutions, mais au bout d'un moment, il va falloir que d'autres se lèvent aussi. Ouais, réaction de Karim Ghezal donc devant la copie de ces hommes qui, rappelons-le, n'ont pas marqué de points en deuxième mi-temps, battu 36-19 par La Rochelle. Réaction Jean-Baptiste. Déjà, ils ont été dominés dans deux endroits essentiels dans le rugby moderne, c'est dans les airs. Je crois qu'ils ont gagné que 2 ballons et encore difficilement. Tous les ballons ont été gagnés par La Rochelle, ce qui les a mis dans l'avancée au Rochelais. Ils ont été dominés au sol. Donc quand tu sais qu'il y a 150 rucks par match et que quand on perd une grande partie, c'est compliqué de jouer au rugby. Et puis après, ils ont été pris par une équipe solide en mêlée. Alors est-ce que c'est Lyon qui est mal en point en mêlée ou est-ce que c'est La Rochelle qui s'est refait la cerise? Ça, c'est difficile à dire puisqu'ils ont été secoués aussi un peu au Stade Français, les Rochelais, donc certainement un peu des deux. Pour ce qui est de Karim Ghezal, alors dans son interview, il dit je peux pas plater à la place des mecs, enfin il incrimine un peu les joueurs, mais c'est de sa faute quand même à lui aussi. Je pense que c'est une réaction à chaud parce qu'il sent bien que et ce depuis un moment, à part le premier match qui a été abouti des Lyonnais, il n'y a pas eu grand chose depuis le début de l'année. Ils ont eu la chance d'être dans le haut de tableau, mais là ça commence à se durcir un petit peu. Sincèrement, je les ai trouvés sans âme, apathiques, donc c'est peut-être ça qui veut dire par le fait que les mecs se sont pas mis en face, mais je les ai trouvés vraiment, en plus de ça, sans solution, quoi, hormis sur la première action du match. Et Philippe, ça veut dire quoi? Qu'il y a un décalage entre ce que l'investissement que semble mettre l'entraîneur et la réception du message des joueurs, qui le message ne passe pas? Là, c'est l'impression que donne le discours de Karim Ghezal. On le sent quand même très très affecté. On peut le comprendre parce que il va y avoir une trêve et c'est vrai qu'on en parle, mais ce championnat est tellement resserré avec une victoire à domicile ce soir. Lyon était 3e avant les matchs à venir. Ils sont 12e. Donc si on regarde froidement le classement sans regarder les points, ça coûte très cher. Et donc c'est vrai qu'en termes de dynamique, quand tu te positionnes 3e et que tu regardes vers le haut ou que tu es 12e à l'issue du match, c'est pas du tout la même. Et on peut comprendre, c'est vrai que il est surprenant ce discours de Karim Ghezal parce que je le trouve très... Alors il est à chaud, mais comment dire, abattu. On sent qu'il y a une incompréhension générale. Ouais, effectivement. 12e Lyon, 18 points. Alors il faut relativiser aussi parce que ils sont à égalité de points avec le 5e qui a 20 points, enfin à 2 points du 5e Toulouse qui a 20 points. Et François, en plus en conférence de presse, il a ajouté, je ne sais pas qui sont mes leaders, j'en sais rien. Chaque semaine, j'ai des mecs qui parlent, j'ai 10 leaders de défense, 10 leaders offensifs. Je vois que le club a changé 4 fois de coach en 5 ans. On se fait démonter la semaine dernière. Je me dis on va avoir du tempérament. Je fais un discours à la fin. Je suis à 2 doigts de plaquer. Je sors de là. Je me dis ils sont prêts et on s'est fait raser devant. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez. En tout cas, on suivra la suite de ça. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Baptiste, parce que c'est. Bienvenue dans la vie d'entraîneur du top 14. C'est-à-dire que je crois que l'année dernière, un peu plus tard dans la saison, il est arrivé pour faire le pompier de service avec une série l'électrochoc qui s'est plutôt bien passée et on a vu Lyon même faire un bon parcours en Coupe d'Europe, ce qui s'était passé avec finale de challenge. Et comme tout est difficile dans le rugby, et tout est difficile avec l'humain, et tout est difficile surtout dans le top 14, et quelques journées plus tard, quelques semaines plus tard, il a un discours très défaitiste. Et puis en plus, il dit ouvertement, qu'il tape un peu sur ses joueurs. Donc forcément, il va certainement attendre une réaction. Le vestiaire lyonnais, je sais pas comment il est. On m'en a beaucoup parlé, qu'il était un peu cloisonné entre guillemets, que certains joueurs étaient un peu au-dessus de l'institution. C'est peut-être ça qu'il veut dire par là. Courage à lui parce que je pense que c'est un peu tôt pour baisser les bras. En effet, il y a eu contre-performance aujourd'hui, mais il y a quand même aussi là une belle équipe et puis il a de quoi faire. Il y a une trêve qui va arriver. Il n'y a pas encore péril en la demeure, mais c'est vrai qu'elle fait mal à la tête celle-là parce que tu perds quasiment 7 places. Ouais. Et en plus, en ayant bien commencé le match avec notamment un essai magnifique de Vainicolo, la 2e minute. Déplacement. Il s'est arrêté là le match d'ailleurs. Ouais. Déplacement de
de Lyon à Toulon. La semaine prochaine, ensuite, il y aura la trêve, puis réception de Clermont et déplacement à Bayonne. Voilà pour les Lyonnais. On va bien sûr continuer cette émission. Après le top 14, place au 15 de France. La liste des 42 est sortie cette semaine. On va parler, nous, des 15 qui vont affronter les champions du monde. Et pour ça, Jean-Baptiste Elissal a des solutions. Restez avec nous sur Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, François Trio. 19h33 au cœur de la mêlée, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero. On est ravis d'accueillir dans cette émission où on parle rugby avec passion. On est ravis d'accueillir un jeune entraîneur, un jeune aussi ancien joueur, Yannick Nyanga, ancien joueur de Béziers du Stade Toulousain. Avec un petit peu de retard, là, Nyanga, un petit peu de retard. Et là, c'est pas moi qui est en retard, pardon, bonsoir. Salut là, Yannick. c'est vous qui êtes en retard. Voilà. On est là bien sûr pour parler un petit peu du 15 de France, prendre un petit peu de hauteur avec vous messieurs. Yannick Nyanga, on rappelle quand même entraîneur pendant 2 saisons des espoirs du Racing et désormais à Rouen en national pour un poste bien précis, hein, Yannick. Ouais, pour apprendre le métier d'entraîneur. Donc je suis co-manager avec Romain Sola, que j'avais eu la chance de rencontrer au Stade Toulousain quand il était en espoir et voilà, on forme un jeune duo qui prend ses marques avec le RNR. Voilà, et ça se passe plutôt pas mal avec Rouen, 7e de national. Ex-aequo, ouais. 7e ex-aequo. Ouais, écoute, c'est des résultats. On a fait des très bons résultats et on a fait des moins bons, donc voilà. On apprend. La vie d'un entraîneur. Cette semaine, il y a eu la liste des 42 joueurs publiée par Fabien Galtier. C'était mercredi, c'était un communiqué, voilà, pour nous donner la liste de ces 42 joueurs. Tout d'abord, et je vais commencer par Philippe, est-ce qu'il y a des noms? Alors on sait qu'il y a des blessés, qu'il y a des absents, etc. Mais est-ce qu'il y a des noms qui t'ont surpris dans ces 42 joueurs qui sont appelés pour la tournée de novembre? Alors c'est la politique de l'homme en forme aussi, puis il y a un rajeunissement quand même assez flagrant là dans cette liste. Je crois qu'il y a 12 joueurs de moins de 22 ans, donc bien sûr ils ne seront pas tous sur la feuille, mais bon, dans la politique de Fabien, ils vont commencer à appréhender le fonctionnement de l'équipe de France. Non, il y a des joueurs, par exemple un Barlow sorti pour préféré qui a été préféré à qui Massa et Cramon. Ni Barlow ni Lamotte. Voilà. Ouais. Ni Barlow ni Lamotte, ça pour moi c'est une vraie surprise, la principale. Après il y a des joueurs qui ont été blessés, qui peut-être aux yeux du staff ont pas donné toutes les garanties physiques à d'autres postes, mais ça c'était comme ça, j'ai retenu ça. Et puis après, bon, il y a des surprises sur des arrivées, mais qui n'en étaient pas. On en avait parlé les semaines précédentes. Gourgue, Bourboirie. Bon, voilà, il n'y a pas de grande surprise pour moi à part ça. Ouais, je pose la même question à Jean-Baptiste, mais après notre invité, après Yannick quand même. Est-ce que toi, il y a des noms qui t'ont surpris, Yannick, dans ces 42? Mais surprise, ça dépend du projet en fait. Il y a des noms qui sont c'est effectivement la politique d'homme en forme comme disait Philippe. Après est-ce que ces noms-là vont aller à la Coupe du Monde? Je me souviens de Fabien Galtier qui parlait lui-même de caper un maximum de joueurs pour arriver. Je crois que c'était à l'époque c'était 40 sélections de moyenne il voulait pour la Coupe du Monde 2023. Là on a l'impression un peu que les événements font faire à Fabien Galtier des choix que certaines équipes ont fait il y a juste après la Coupe du Monde, quoi. Donc ouais, c'est surprenant. Ouais. Sur les noms surprenants, il y a Benjamin Bertrand, le jeune Toulousain pilier gauche, qui a quelques matchs en top 14. On parlait aussi de Calvin Gourgue au centre, mais c'est vrai qu'il y a Barnabé Massa au détriment peut-être de Lamotte ou Barlow qui sont en évidence à l'UBB ou Barlow à Castres les saisons précédentes. Il y a aussi quand même ce problème en pilier droit, Aldeguerri, Laclaya, Montagne et Setiano. Voilà en gros pour les différentes surprises. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, Jean-Baptiste? Non, les surprises, c'est surtout dans des joueurs, voilà, qui veut voir, à qui veut donner quelques temps d'entraînement. Je pense au petit pilier gauche, Bertrand de Toulouse.
c'est quand même difficile à voir ça. Hein. Celui qui l'avait prévu, qui l'avait couché sur la liste, je lui dis bravo, sans avoir d'indic, et Maximin en deuxième ligne. Voilà. Sinon, dans le reste, c'est à peu près ce qu'on pensait, sans justement trop de surprises. Avec oui, la politique de l'homme en forme, mais comme il l'a toujours fait sur ses rassemblements. Mais pour ce qui est du 15 de départ et surtout des 23 qui sont sur la feuille de match, il y aura très très peu de surprises. Par contre, je pense, et beaucoup de joueurs qui auront beaucoup d'expérience pour jouer l'Afrique du Sud. France-toi, pour illustrer la surprise Bertrand, c'est 95 minutes en top 14, une titularisation. Oui, 3 effectivement. matchs. Mais après, à sa décharge, des joueurs qui n'avaient jamais joué en top 14. Ouais. et à sa décharge, Benjamin Bertrand, il a peut-être 95 minutes, mais les 95 minutes qu'il a fait, elles étaient quand même assez bluffantes. Donc c'est quoi qu'il arrive, c'est les joueurs qui ont été sélectionnés sont d'excellents joueurs. Après, c'est encore une fois, c'est pour ça quel est le projet par rapport à ça. Est-ce que il veut leur donner de l'expérience sur cette tournée-là, ou est-ce que c'est pour leur permettre de déjà voir ce qui sera attendu d'eux, ce qu'est le projet France jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Voilà, je pense que dans les prochaines conférences de presse, Fabien Galtier expliquera clairement ce qu'il veut faire, et il a quand même montré pas mal d'intelligence dans tout ce qu'il a fait, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Quoi. Ouais, mais pardon, enfin, j'ai une vraie question moi pour Yannick et Jamba sur ce nombre de sélections là, cet équilibre à trouver pour une Coupe du Monde, parce que j'avais discuté juste avant la Coupe du Monde avec un membre du staff qui disait ils y croyaient en 2023 bien sûr, mais il disait sur les stats par rapport à toutes les équipes qui ont été championnes du monde en âge moyen et en nombre de sélections, l'équipe de France était très en deçà de tous les grands favoris au titre. Et dans quelle mesure le poids de l'expérience sur la gestion d'un match contre les Sudaf, il fait la différence ou pas? Quel est le bon équilibre selon vous? Est-ce que vraiment c'est un repère important? Parce que malgré tout, on peut pas s'abriter derrière la data pour tout. Mais là, ça s'est vérifié depuis l'origine des Coupes du Monde. Ce nombre moyen a au-delà de 40 sélections et un âge moyen, je crois, de 27 ans. Mais moi je pense que c'est pas forcément, enfin je sais pas, je laisserai Jean-Bart répondre, mais je pense que c'est pas forcément l'âge, mais plutôt le nombre de sélections. Les matchs aujourd'hui se jouent, les matchs de très haut niveau, on le voit encore en top 14, on le voit en Coupe d'Europe et on le voit aussi au niveau international, ils se jouent à très peu de choses sur les dernières minutes, sur des petites erreurs. Et aujourd'hui, cette expérience là, elle est primordiale. Donc en moyenne, quand on arrive à un certain nombre de sélections, il y a des erreurs qu'on fait plus trop, quoi. On les a faites à 18, 19, 20 ans dans nos 10 premières sélections, et puis après on se rend compte que le poids du détail, malgré le talent, ce qui fait gagner un match, ce sont des toutes petites choses, et c'est pour ça que je pense que qui mise là-dessus, mais en tout cas, moi je pense qu'au-delà de la data qui dit ça, c'est l'expérience, c'est un réel atout. Ouais, Jean-Baptiste, je me tourne vers toi. Si on se projette un peu sur le premier match, c'est quand même le plus important. L'Afrique du Sud, 2 ans après l'échec, nous ont privés du gâteau là, les Sud-Africains à domicile. J'imagine qu'il y a quand même un sentiment de revanche. Il y a aussi la perspective de l'Australie dans 2 ans. Donc, comment toi tu vois ça, par exemple? Question très précise, à droite, pilier droit, il n'y a pas Antonio blessé, et il reste Aldeguerri, Laclaya, Montagne, Setiano qu'on n'a pas vu depuis 2019 en équipe de France. Qui sera sur la feuille de match dans un banc, à 7-1, on peut imaginer ça, ou 6-2? Je pense que ça sera Montagne, parce qu'il a apporté des satisfactions à la dernière tournée. On sait que Fabien Galtier est assez conservateur et croit en ses choix, puisqu'il l'a mis là-bas, et certainement Aldeguerri par l'expérience, et voilà. Je pense que Setiano, même s'il revient fort avec Bayonne et un petit peu derrière, et le 4e c'est Laclaya, il a déjà été essayé, c'est un peu mieux là avec le changement de club, on trouve qu'il retrouve aussi un peu mais on dirait presque à ce poste-là, c'est peut-être le seul poste où c'est les choix un peu par défaut. C'est vrai que Antonio va nous manquer éperdument par son expérience et sa solidité en mêlée, mais il faut qu'on se renouvelle, et c'est vraiment le poste un peu en difficulté. Voilà, et pour en revenir à ta question, je pense que c'est l'expérience surtout, peu importe l'âge, et c'est le nombre d'entraînements, d'heures que tu as passé ensemble et de matchs que tu as fait. Moi je sais que j'en ai vraiment pâti en équipe de France, on changeait de charnière tous les 15
jours, quoi. Et on n'arrivait jamais à se trouver. Et ça s'est fait pendant longtemps. Aujourd'hui, on a l'impression que Fabien essaye de mettre de la continuité dans tout ça. Malgré tout, il y a des jeunes qui pointent leur nez avec beaucoup de talent, et la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Voilà. Ouais, mais t'avais un problème d'avant aussi avec Yannick notamment qui vous protégeait pas assez. Donc c'était un peu ça le problème. Bon, la troisième ligne bougeait jamais. Mais bon, c'est comme les charnières. Qu'est-ce qu'on change? On chargeait tout le temps les charnières. Toi, t'es d'accord, Yannick, sur ce à droite, tu mettrais quoi? Montagne en 1, Aldeguerri remplaçant, ça sera ça, toi, selon toi, pour novembre? Je sais pas, mais ça c'est ce qui serait le plus logique, parce que franchement face à l'équipe d'Afrique du Sud, c'est peut-être le meilleur paquet d'avant du monde, et ils ont je sais pas, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 qui joueraient dans n'importe quel club. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre les joueurs les plus costauds en mêlée, parce qu'il y a plus d'un pilier qui a entre guillemets fait son jubilé contre eux, quoi. Donc c'est je pense que Montagne, Aldeguerri, c'est ce qui a montré le plus de satisfaction sur des matchs de haut niveau, parce qu'il fait quand même une belle tournée en Nouvelle-Zélande, Régis Montagne, et Dorian Aldeguerri, on le présente plus au Stade Toulousain, en tout cas il est bardé de titres, et en mêlée c'est un joueur qui est costaud. Voilà, et il est habitué à ces matchs quand même de haut niveau. Philippe, je te fais 7 questions pour le côté droit et pour le côté gauche, parce que il y aura sans doute Jean-Baptiste Gros titulaire, et ensuite ce sera Erdosio qu'on a vu en tournée, ou plutôt l'OVNI entre guillemets Benjamin Bertrand à gauche. Ça, c'est un vrai pari, et c'est plutôt parce que Erdosio a pas non plus il a une sortie en équipe de France. Ça, c'est le vrai pari que prendra le staff en fonction de comment les joueurs vont vivre cette première période. Là, c'est quelques jours ensemble à Marcoussis. Je pense que Erdosio prend un peu d'avance forcément, parce qu'il a un peu plus d'expérience du top 14 et déjà de l'équipe de France. Bertrand peut vraiment être la surprise, parce que je pense que contre les Sudaf, en effet, il faut des gens costauds, mais il faut aussi des joueurs. Il a une mobilité, Bertrand, et une capacité peut-être à être cet impact player à un moment important du match, qui peut plaire au staff. Ça se discute. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi la composition du banc. On sait que c'est toujours très particulier contre les Sudaf. Moi, j'ai l'impression que contre les Sudaf, en fait, on perd toujours le match dans la stratégie du jeu, dans l'approche tactique ces derniers temps. Et j'attends de voir comment va être gérée cette équipe et ce banc, parce que on essaie toujours de regarder comment les Sudaf vont fonctionner pour être en réaction, et on perd tactiquement les matchs. Bon, j'espère pas. En tout cas, le 8 novembre, on va le vivre bien sûr sur Sud Radio. Dernière petite question, et très rapide quand même. Yannick, toi qui as vécu ce haut niveau de 2004 à 2015 en équipe de France, avec Jean-Baptiste et d'autres bien sûr, voilà, vous savez aussi que pour arriver en forme sur ce niveau-là international, il faut quand même aussi avoir quelques matchs dans le moteur. Maxime Lucu, il n'en aura pas beaucoup. Il est dans la liste. Est-ce que pour toi, il sera prêt voilà, on sait que c'est un joueur d'expérience. Est-ce que par exemple pour un banc en 7-1, comme ça a été le cas contre l'Irlande, est-ce que Lucu serait prêt? Ça, je sais pas, il faut être à l'intérieur du groupe, je sais pas, dans le staff de Bordeaux. J'imagine que s'il le sélectionne, c'est qu'il le pense prêt. Après, quand on parlait, je pense que le plus important, c'est l'expérience. Un joueur de l'expérience de Maxime Lucu, c'est difficile de s'en passer. Si lui est en forme, si les indicateurs montrent qu'il est en forme, il n'y a pas de raison de pas le prendre. Ouais, Jean-Baptiste, pour toi, le manque de compétition sera pas rédhibitoire? Aucun problème. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez staffé pour laisser les garçons en forme. Il va pouvoir jouer d'ailleurs ce soir. Il va avoir 4-5 entraînements à haute intensité. Il connaît le rugby par cœur. Pour moi, c'est aucun problème. Et je pense même qu'il va démarrer le match. Bon, Yannick, dernière petite question. Rouen, là c'était un week-end de pause, il me semble, en national. Hein. Ouais, c'était un week-end de pause. On a fait un premier, ce que j'ai dit, 2 premiers blocs qui étaient assez mitigés. On a fait des super matchs
comme la victoire contre Nice qui est un peu l'ogre de la compétition, et ça s'est bien passé contre eux, mais derrière on n'a pas été capable de confirmer à Périgueux, mais bon, on apprend, on a une équipe qui est jeune, on a lancé pas mal de joueurs du centre de formation, et c'est en train de porter ses fruits. Voilà, Périgueux coaché par Didier Casadi, non, de mémoire. C'est ça. Voilà, ouais. donc. Et le Devedec, non? Ouais, et Julien le DVD, quoi. Et Jean-Baptiste Réjoine. Voilà. Il y a toujours des anciens Toulousains, des anciens de partout, et notamment en national, où bien sûr le niveau monte, et Yannick est là pour en attester, lui qui est donc jeune coach de Rouen, 7e de national. Merci Yannick Nyanga d'avoir été avec nous et de cet éclairage aussi avant cette tournée de novembre, et que l'on vivra bien sûr sur Sud Radio. Je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur l'antenne. Concurrent sérieux qui je suis, Yannick aussi, on peut le réinviter pour le combat des chefs. Ok, on va parler justement un peu de culture rugby dans un instant, à rendre un hommage à André Herrero, grand monsieur du rugby français, frère de Daniel, bien sûr notre consultant Sud Radio. On va en parler dans un instant. Jo Mazo sera avec nous notamment sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Nous l'avons appris hier, le décès d'une des figures du rugby français, André Herrero, figure emblématique du RC Toulon bien sûr, mais également du 15 de France. Et pour en parler, bien sûr, on a nos consultants, Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, mais qui n'ont peut-être pas vu André Herrero joueur. Alors on a fait appel aussi à une des grands noms du rugby français, c'est Jo Mazo, bien sûr, qui est avec nous, ancien joueur du 15 de France et ancien joueur de Toulon. On y reviendra dans un instant. Bonsoir Jo. Bonsoir François. Et également Jean-Pierre Pagès avec nous, le grand ordonnateur et grand auteur du livre Gueule de rugby, voilà, qui a notamment tiré le portrait et bien plus encore d'André Herrero, de tous les grands anciens. Voilà un livre et en 4 tomes qui est une valeur patrimoniale indéniable pour le rugby français. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir François, bonsoir mon petit Jo. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Voilà. Tiens, avant de vous donner la parole, messieurs, juste quand même Jean-Baptiste, pour toi André Herrero, toi qui es forcément plus jeune, mais voilà, t'en avais forcément entendu parler. Et Herrero, c'était un grand monsieur du rugby français et du rugby toulonnais, comme Elissalde à La Rochelle. Ouais, c'est à peu près ça. C'est des histoires de filiation, c'est des histoires d'hommes forts, des histoires de mecs qui ont transmis leur passion, qui ont transmis leur combativité, qui ont tout donné pour un maillot, pour un club. Et c'est ce qui a transpiré. À chaque fois que j'ai beaucoup d'amis toulonnais, c'est des gens que j'apprécie parce que c'est des mecs qui sont entiers, voilà, un peu grande gueule et tout. Ils me font aussi un peu rire. Et quand je parle avec eux, il y a que ce nom qui revient à leur bouche. Donc c'est forcément des gens qui les ont marqués, mais alors des rugbyman, mais surtout l'homme, les côtés humains, à mon avis. Ouais. Jo Mazo, quand même, toi qui forcément a incarné le rugby de Narbonne avec les Spanghero notamment, mais aussi le rugby catalan à l'USAP, mais voilà, tu as aussi porté les couleurs de Toulon à une époque où tu as partagé le terrain avec André. Oui, Dédé était un garçon adorable. J'ai joué 2 saisons au rugby club toulonnais auprès de ce capitaine autoritaire qui inspirait la confiance, mais aussi à l'équipe de France de 66, la Roumanie, l'Italie, et 67 contre l'Écosse et la Roumanie. C'était un mec à poigne qui aimait le combat. Comme capitaine, il ne prononçait que quelques mots, ça portait. Il dégageait un magnétisme contagieux, quoi. C'était un grand joueur de rugby, magnifique, énorme défenseur. Avec ce regard bleu, voilà qui. Oui. Ce regard, ses yeux bleus te transperçaient, et il était un capitaine respecté par partenaires et adversaires. Ouais, Jean-Pierre Pagès, gueule de rugby bien sûr, mais toi tu es toulonnais Jean-Pierre, donc forcément voilà, le peuple toulonnais a forcément appris cette nouvelle, j'imagine avec beaucoup d'émotion. C'est vrai qu'on disait à Toulon qu'André Herrero était un dieu vivant, mais c'est vrai qu'il était un dieu vivant. Il était l'incarnation absolue du rugby à Toulon, à toutes les générations. C'était le phare de Toulon. Et c'est vrai, quand on a appris son décès avant-hier soir, il y a eu une chape de plomb, et puis voilà, ça a été
une grande tristesse pour à la fois le rugby français évidemment, mais avant tout pour tous les minots de la rade, comme on dit. Et toute la famille, bien sûr, grande pensée à Daniel et à toute la famille. Et à Bernard. Ouais, Bernard Herrero, bien sûr, talonneur international dans les années 80, bien sûr, et grand joueur du RCT. Voilà, immense nom du rugby français. Philippe Spanghero, ben voilà, forcément, ça fait écho. Il n'y en a pas 50, hein, des grands noms dans le rugby, des grandes familles. Mais toi aussi, j'imagine que tu as été bercé par les histoires relatives à André. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance quand même de le croiser plusieurs fois, mais avec Joe aussi notamment. C'est vrai que Walter était quand même à l'initiative de pas mal de rassemblements d'anciens, et donc c'était quand même très chouette de pouvoir croiser tous ces grands noms et d'écouter les histoires. Et c'est vrai qu'André Herrero, ce qui a marqué peut-être plus que beaucoup d'autres grands joueurs de cette génération-là, c'est cette longévité dans la transmission, parce que il est passé de joueur à entraîneur, d'entraîneur à président du RCT. Bon, ça a été un bref mandat, une saison, je crois, ou 2 saisons. Il est champion en tant que président. Il est champion en tant que président sur sa seule année, je crois, de présidence. Et ensuite, il bascule manager des équipes de France. Et je crois que Joe, c'est toi qui lui succède après. Hein. Au début des années 2000, il passe 7 ou 8 ans manager de l'équipe de France. Donc, c'est une vie de rugby, mais d'implication rugbystique, c'est-à-dire immergé dans les vestiaires en tant qu'entraîneur, en tant que président, en tant que manager des équipes de France. Donc, c'est 50 ans de rugby au plus proche des générations, quoi. Donc, il a accompagné au moins 3 générations de joueurs, c'est exceptionnel. Joe, quand même sur. C'était un seigneur de ce jeu. Et je suis bien triste. Ouais. Voilà, je serai vendredi à ses obsèques à la cathédrale de Toulon. Mais comme capitaine, il prononçait que quelques mots et ça portait, quoi. Ouais. Jean-Pierre, ouais, et forcément on comprend l'émotion, d'autant que c'est une nouvelle qui vient s'ajouter à d'autres mauvaises ces derniers temps. On pense à Roland Bertrand, on pense à Jean-Louis Béraud, bien sûr, et ça fait beaucoup de figures là qui nous quittent. Jeannot Salut. Ouais, Jeannot Salut, effectivement, très grande troisième ligne, et notamment ancienne troisième ligne du TOEC, et qui a été, je crois qu'il était dans le groupe du Grand Chelem 68, hein, Jeannot Salut de mémoire. Exact. Juste avec toi, Jean-Pierre Pagès, quand même sur l'impact de 71, parce qu'il y a toujours cette légende, mais c'est plus qu'une légende, cette finale Toulon-Béziers à Bordeaux, et André Herrero, il n'y a pas de remplacement à l'époque, qui sort blessé. Il a pris un coup de tatane, comme on dit, dans les côtes, voilà. Et ça a fait basculer la finale. Ça, c'est toujours dans la légende toulonnaise. Ouais, je crois que c'est une blessure qui se refermera jamais. À chaque fois qu'on rencontre les anciens de cette époque, et même un peu plus loin, et même dans le rugby français, on parle de cette finale 71 face à Béziers, et à la fois de cette, quand on entend les Toulonnais, on dit un attentat. Mais bon, c'est vrai que c'est une blessure volontaire ou involontaire par un Biterrois, par un Toulonnais. La légende encore court, même si on a de fortes présomptions sur l'auteur de ce coup. Mais en tous les cas, à Toulon, on parle encore et on est traumatisé par cette finale 71. J'ai une petite anecdote là-dessus sur cette finale et sur ce titre. Lors évidemment de mes tournages, j'ai rencontré aussi les Biterrois qui ont été champions, et les Biterrois m'ont demandé de faire la transition entre les Toulonnais et les Biterrois pour faire un rassemblement autour de cette finale 71. Et évidemment, il fallait l'accord d'André. Si André était d'accord, peut-être les Toulonnais se seraient réunis, non pas à Béziers, mais entre les deux, parce qu'ils n'étaient pas là pour fêter le titre de Béziers, mais pour en fait une sorte de réunion entre adversaires. Et en fait, bon, ça s'est pas fait. Parce que au fond de chaque Toulonnais, on n'avait pas envie de fêter le titre de 71 qui reste encore une fois une grande blessure.
une grave blessure qui se refermera jamais. Voilà, gueule de rugby et bien sûr André Herrero en a été une des figures de ces tomes. Merci Jo Mazo d'avoir été avec nous, beaucoup d'émotions et on pense bien sûr à Daniel et toute la famille Herrero, voilà, Bernard aussi et les enfants et petits-enfants. Je profite pour la bise à Jamba. Eh ben voilà, Jean-Baptiste Alissal. Voilà. Et voilà, tout à fait. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous et c'était sympa de rendre cet hommage à André. Donc les obsèques vendredi à Toulon, comme Jo le disait. Voilà, hommage à cette grande famille du rugby. Merci messieurs. On se retrouve dans 1 heure pour le match UBB Bayonne et puis on va pour l'instant parler des champions avec Frédéric Brindel. Merci et excellente soirée sur Sud Radio.